Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons se concentrer sur les développements qu'ont ajouté Rutherford et Bohr au modèle nucléaire de l'atome. Ça aussi, c'est une révision de ce que vous avez probablement vu en 9e année, mais c'est quand même important parce que leurs contributions ont beaucoup influencé le progrès sur le modèle quantique de l'atome, qui est le modèle que nous allons explorer dans ce cours. Alors, au début du 20e siècle, Ernest Rutherford était étudiant à l'Université McGill à Montréal. Et son équipe travaillait sur les éléments radioactifs. En particulier, il travaillait avec le radium. Et dans le cadre de leur étude, ils faisaient une expérience où ils lançaient des particules alpha venant du radium à une feuille d'or. Et pour voir comment les particules allaient être déviées ou s'ils allaient passer directement à travers la feuille d'or. Donc, on se rappelle, une particule alpha, c'est une particule chargée positivement. Et donc, il lançait des particules d'ici jusqu'à la feuille d'or. Et il s'attendait à ce que la vaste majorité des particules passent directement à travers la feuille d'or et qu'ils frappent l'autre côté de cette feuille qui indique qu'il s'éclaire à chaque fois qu'une particule la frappe. Il s'attendait à ce que quelques particules soient déviées un peu, mais ils étaient très surpris par les résultats. Parce que à peu près un particule sur 8000 était grandement dévié et frappait l'écran à des places où on ne s'attendait pas à avoir des particules. Ce qui les a surpris même plus, c'est qu'à peu près un particule sur 20 000 a été rebondi et a frappé le même côté de l'écran que la source de particules alpha. Donc, ce résultat était vraiment en désaccord avec le modèle de Thomson. Parce que selon Thomson, on a un modèle de l'atome où on a une grande zone positive avec des particules négatives là-dedans. Donc, au fur et à mesure que des particules alpha sont lancées vers l'écran, ils vont peut-être être attirés par des particules négatives, mais ils vont en général passer directement à travers la feuille d'or pour arriver à l'autre côté. Et on a peut-être des légères déviations si les particules se retrouvent dans des zones qui sont grandement positives, comme ici, qui n'ont pas de caractère négatif, mais avec ce modèle, on ne devrait pas avoir des grandes déviations ou des rebondissements de particules. Il n'y a aucune raison pour cela. Donc, Rutherford a dit peut-être le modèle de Thomson n'est pas juste. Il a proposé alors son propre modèle. Un modèle où nous avons au centre, ici, on va faire ça en jaune, ici, un noyau positif, dense et fortement chargé positif, et nous avons des électrons qui tournent autour. Donc, dans cette situation, c'est beaucoup plus logique qu'on ait quelque chose qui soit dévié ou rebondi. Parce que si mon particule, disons qu'il vient ici, là, en passant à côté de mon noyau positif, il va être fortement dévié vers l'écran. Si la particule vient et frappe directement, il va être rebondi dans l'autre direction. Et c'est seulement les particules qui ne passent pas directement à côté ou qui ne, du noyau qui vont être capables de passer à travers. Et donc, il a conclu que ce noyau doit être petit et positif et très dense.
Et ce modèle, il l'a appelé le modèle planétaire. Donc, ces théories sont que les atomes sont plutôt vides, qu'il y a un noyau, une danse petite chargée positivement au centre, et que les électrons sont autour de ce noyau. Donc, on peut penser à ça un peu comme ça. Et là, nous avons nos électrons qui orbitent le noyau, un peu comme les planètes orbitent le Soleil. Alors, ce nouveau modèle planétaire est une meilleure description de la nature de l'atome, mais on a eu quand même plus de découvertes qui ont amélioré notre connaissance de l'atome. Niels Bohr était en fait un collègue de Rutherford et travaillait dans le laboratoire de Rutherford. Et dans les 2-3 ans après que Rutherford a fait sa découverte, Bohr a vraiment contribué au modèle de Rutherford. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise vraiment le modèle Bohr-Rutherford dans les cours de 9e, 10e, 11e année en chimie. Donc Bohr s'est dit, nous savons que les charges positives et négatives s'attirent. Mais si c'est le cas, comment est-ce qu'un noyau positif n'attire pas tous les électrons au centre du noyau? Comment est-ce que les électrons sont capables de rester à l'extérieur du noyau et sont capables de rester stables et orbiter autour du noyau? Et vraiment, Bohr a proposé que les électrons orbitent le noyau dans une série d'orbites définies et que l'attraction électrostatique, c'est-à-dire l'attraction entre une charge positive et une charge négative, c'est ce qui garde les électrons en orbite autour du noyau, un peu comme la gravité garde les planètes en orbite autour du Soleil. Donc, nous avons, disons, notre noyau positif et nous avons nos électrons qui tournent autour. Donc, Bohr dit que ça, c'est dans une orbite définie. Puis là, on va juste faire une autre orbite, disons, ici. Et que l'attraction électrostatique, l'attraction, on va faire ça en jaune, l'attraction qui amène les électrons vers le noyau est contrebalancée par l'attraction, par la force de mouvement des électrons qui veulent aller comme ça. Donc on a un peu comme les planètes, deux attractions et l'effet de ces deux attractions ensemble le rend que ça fait une orbite autour du noyau. Donc, Bohr, pour pouvoir arriver à cette conclusion, a beaucoup bénéficié du travail qui se déroulait dans le domaine de la physique. En 1900, Max Planck a proposé que quand l'énergie électromagnétique interagit avec la matière, l'énergie peut seulement être absorbée ou émise en paquets d'énergie indivisibles, ce qu'il nomme quanta. Donc un quanta, c'est comme une particule qui a un niveau d'énergie fixe et qui n'est pas divisible en de plus petits montants d'énergie. Albert Einstein, lui, a pris ses découvertes et a essayé d'appliquer ça à la lumière. La lumière étant une forme d'énergie électromagnétique. Et il a déterminé que l'énergie lumineuse n'est pas uniforme le long de l'onde de lumière. Rappelez-vous de la 10e année, peut-être même 11e en physique, que la lumière est sous forme d'une onde. Comme ça. Comme une onde sonore ou une onde mécanique, on a des ondes lumineuses. Donc Einstein a découvert que l'énergie n'est pas uniforme le long de cette onde. En fait, à l'intérieur de l'onde, l'énergie est concentrée en paquets discrets, tout comme les quanta. Et donc, il décide de les nommer les quanta lumineux. Et en 1922, le chimiste G.N. Lewis a utilisé le mot photon pour représenter ces quanta lumineux. Et aujourd'hui, on appelle ces quanta lumineux encore par le nom de photon. Donc un photon,
c'est un paquet d'énergie lumineux qui est à l'intérieur d'une onde électromagnétique de lumière. Alors Bohr a dit, quand l'électron est dans son orbite, il ne rayonne pas d'énergie. Il est juste en train d'orbiter le noyau et il est content, il est correct. Mais si un électron absorbe de l'énergie, si on excite l'atome, l'électron peut sauter à une autre orbite. Donc ici, par exemple, si on ajoute de l'énergie à l'électron peut sauter d'une orbite à une autre. L'électron, par contre, ne va pas être capable de rester dans cette nouvelle orbite. Il va en fait retourner assez rapidement à son orbite originale. Et en retournant à cette orbite originale, il va émettre de l'énergie. Donc, on a une émission d'énergie. Et cette émission d'énergie est sous forme de photons, sous forme d'un paquet d'énergie électromagnétique. Et ce que Bohr était capable d'observer, c'est que l'énergie émise par un atome d'hydrogène avait des quantités très distinctes d'énergie, des photons très distincts. Donc, quand on avait une émission qui allait de n égale 3 à n égale 2, en fait, c'est celui que je viens de dessiner ici. Donc ici, on a n égale 3 à n égale 2. Cette énergie, cette émission, il le voyait sous forme d'une lumière rouge, à exactement 656 nanomètres. Et il a pu répéter ceci pour les autres. Donc ici, nous avons de n égale 4 à n égale 2, de n égale 5 à n égale 2, et de n égale 6 à n égale 2. Le plus d'énergie qu'on émet, le plus court qu'est l'onde. Et ce qu'on voit ici s'appelle le spectre d'émission de l'hydrogène. Et chaque élément a une spectre d'émission unique. Mais c'est en particulier à cause du spectre d'émission de l'hydrogène que Bohr a pu conclure que les électrons sont dans des niveaux d'énergie fixes et que quand ils sautent ou reviennent d'un niveau à un autre, ils doivent absorber ou émettre un niveau d'énergie concret, discret, fixe. Donc, en 1913, Niels Bohr a publié cette information et on a maintenant le modèle Bohr-Rutherford qui est utilisé par les élèves de chimie de base pour définir l'atome. Alors, nous avons notre noyau et autour, nous avons nos orbites qui contiennent des montants spécifiques d'énergie. Celle-ci, par exemple, serait le carbone. Alors, éventuellement, dans le noyau, on a réalisé qu'il y avait des particules qui s'appelaient des protons. Nous savons déjà ceci. Les protons sont dans le noyau. Un des problèmes avec cela, c'est que, l'expérience de Rutherford et de Bohr ne pouvait pas expliquer la masse de l'atome. Et c'est vraiment en 1935 que James Chadwick a démontré que l'atome contient également des neutrons. Parce que l'autre problème avec le modèle de Bohr-Rutherford, sans les neutrons, c'est que tu as un tonne de protons dans le noyau. Le noyau est très petit, les protons sont très collés ensemble. Les protons positifs et positifs ne vont pas s'attirer, ils vont se répulser. Donc, comment est-ce qu'un noyau rempli de protons est capable de rester stable et non d'exploser? Et c'est à cause de la présence de particules neutres nommées neutrons, qui ont été découverts par Chadwick en 1935, que, nous avons pu expliquer la masse de l'atome, la masse qui manquait
dans l'expérience de Rutherford, c'est les neutrons, et 2 qui expliquent pourquoi le noyau positif est stable et que ça n'explose pas.